Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le 9e tome de Chair de poule, les épouvantails de minuit. Je sens que ça va être un très bon livre. C'est toujours excitant quand je vais commencer une nouvelle histoire. On va découvrir des tout nouveaux personnages, donc c'est toujours bien emballant. J'espère que vous allez bien, j'espère que les anciens et les tout petits nouveaux vont bien. Je vois que jour après jour, vous êtes de plus en plus à vous abonner à la chaîne. On va bientôt être, je ne sais pas si c'est pour ce mois-ci, on va être dans les 200 abonnés sur ma chaîne. Je vous en remercie infiniment. Et quand ce sera le cas pour les 200 abonnés, je ferai sûrement une vidéo blabla comme apparemment ça se dit comme ça. J'ai été conseillé par l'un d'entre vous, c'est encore une fois M. Chig, donc je vais écouter son conseil, c'est-à-dire de faire une vidéo, je vais parler de moi, pour les 200 abonnés, on va essayer de faire un peu plus ample connaissance. Donc d'ici là, on va continuer la lecture. Installez-vous confortablement, je vais commencer les épouvantails de minuit. Et Julie, attends-moi, ce que t'es pressée? Je tournai la tête. La lumière vive du soleil me fit plisser les yeux. Marc, mon frère, était loin derrière moi, sur le quai de la gare. Le train, lui, poursuivait déjà sa route sinueuse à travers la campagne. Henri, l'ouvrier agricole de mes grands-parents, était debout à côté de moi, portant nos 2 valises. Je suis sûr que dans un dictionnaire, au mot « traînard », il y a une photo de Marc, soupirai-je. Mon frère prenait toujours tout son temps. Il avançait à la vitesse d'un escargot, l'air ahuri comme à son habitude. D'un geste agacé, je rejetai mes longs cheveux en arrière. Décidément, Marc n'avait pas l'air très enthousiaste. Pourtant, nous n'étions pas venus à la ferme depuis 1 an. Henri n'avait pas changé. Il était toujours aussi maigre, comme un haricot, aimait dire ma grand-mère. On avait l'impression que sa salopette en jean avait bien 5 tailles de trop. Il était âgé de 45 ans environ. Il avait des cheveux noirs coupés en brosse et de grands yeux bruns aussi ronds que ceux d'une poupée. Ses oreilles décollées rougissaient en permanence. Il n'était pas très malin. Grand-père Georges disait toujours que ses batteries ne fonctionnaient pas à plein régime. Mais Marc et moi, nous l'aimions beaucoup, surtout pour son sens de l'humour. C'était un homme doux et sympathique qui avait toujours un tas de choses bizarres à nous faire découvrir lorsque nous venions à la ferme. Marc nous rejoignit enfin en traînant des pieds. Nous étions arrivés devant la camionnette rouge de mes grands-parents. La bâche de la plateforme avait été enlevée. Il faisait un temps magnifique. Marc me tendit son sac à dos. « Porte-moi ça, s'il te plaît, » me dit-il. « Et puis quoi encore ?» répliquai-je. « Tu es assez grand pour le porter tout seul. » Son sac à dos contenait son baladeur, une trentaine de cassettes, des bandes dessinées, son ordinateur de poche et au moins 50 disquettes de jeux différentes. Je savais qu'il avait l'intention de passer le mois entier couché dans le hamac, derrière la ferme, à écouter de la musique en s'excitant sur ses jeux vidéo. Mais ça, il n'en était pas question. Papa et maman m'avaient prévenu. C'était à moi de veiller à ce que Marc bouge et profite de ses vacances. En ville, nous restions fermés toute l'année. Voilà pourquoi chaque année, nous passions 1 mois dans la ferme de grand-père et grand-mère, pour profiter des grands espaces. Il fallut attendre qu'Henri ait fouillé dans toutes les poches de sa salopette pour retrouver la clé de contact. « Il va faire sacrément chaud aujourd'hui, » annonça-t-il. « À moins qu'il ne fasse frais. » Les prévisions météorologiques d'Henri étaient toujours aussi précises. Je regardais vers les champs qui s'étendaient à perte de vue derrière le petit parking de la gare. Au-dessus des épis de maïs flottaient des milliers de petits flocons duveteux. Ils s'élevaient lentement vers le ciel d'un bleu lumineux. C'était si beau. Naturellement, j'éternuais. J'aimais beaucoup passer des vacances dans la ferme de mes grands-parents. Le seul problème, c'est que j'étais allergique à presque tout ce qui s'y trouvait. Ma valise contenait donc plein de médicaments contre les allergies, ainsi que des tonnes de mouchoirs en papier. Henri déposa les 2 valises à l'arrière de la fourgonnette. « Je peux rester sur la plateforme ?» demanda Marc. Il adorait voyager couché à l'arrière en regardant le ciel. Il n'avait pas peur des violentes secousses qui agitaient la camionnette lorsque Henri conduisait. Car Henri conduisait terriblement mal. On aurait dit qu'il était incapable de tenir le volant et regarder la route en même temps. Il prenait toujours ses virages à la dernière seconde et ne savait pas éviter les bosses ou les trous, même les plus gros. La camionnette se mit en route. Henri s'accrochait au volant des 2 mains. Penché en avant, le dos raide, le nez contre le pare-brise, il regardait droit devant lui, sans cligner des yeux. « Monsieur Mortimer n'exploite plus sa ferme, dit-il, soudain en pointant une main tremblante vers un grand bâtiment blanc.
au sommet d'une colline. « Ah bon? Pourquoi? Demandai-je. « Parce qu'il est mort, répondit Henri d'un ton solennel. Vous voyez ce que je voulais dire en parlant de l'humour d'Henri? On ne savait jamais à quoi s'attendre avec lui. À présent, la route traversait un petit hameau, si petit qu'il n'avait même pas de nom. Les gens l'appelaient tout simplement la ville. On y trouvait un magasin d'alimentation, une station-service qui faisait aussi quincaillerie, une petite église avec un clocher blanc et une boîte aux lettres. 2 camionnettes étaient garées devant le magasin. À part cela, tout semblait désert. La ferme de mes grands-parents se situe à environ 3 kilomètres du hameau. Au fur et à mesure que nous en approchions, le paysage me devenait plus familier. « Le maïs est déjà drôlement haut, m'exclamai-je. Vous en avez mangé? »« Oui, hier soir, répondit Henri. Tout à coup, il se tourna vers moi et dit d'une voix sourde: « Les épouvantails s'animent à minuit. »« Quoi? »« Les épouvantails s'animent à minuit, répéta-t-il en écarquillant les yeux. J'ai lu le livre. C'était si surprenant que je restai d'abord interdite. Puis, je me mis à rire. J'avais tort. J'allais bientôt m'apercevoir qu'il ne plaisantait pas. La ferme se dressait enfin devant nous. J'étais folle de joie. Je ne la trouvais pas particulièrement belle ou originale, mais je l'aimais comme elle était. J'aimais la grange et son odeur de foin coupé. J'aimais les meuglements des vaches menées au pré. J'aimais regarder les longs épis de maïs onduler sous le vent comme les vagues de l'océan. J'aimais aussi les histoires de fantômes que racontait grand-père Georges le soir devant la cheminée. J'allais oublier les crêpes au chocolat de grand-mère Myriam. Elle était si bonne que parfois, bien après les vacances, j'en rêvais encore chez nous, en ville. Et surtout, j'aimais les visages rayonnants de joie de mes grands-parents lorsqu'à notre arrivée, ils accouraient pour nous embrasser. Je sautai de la camionnette et franchis en courant le portail de la ferme. J'allais enfin les retrouver. Grand-mère sortit la première. Elle écarta les bras et laissa la porte de la maison claquer derrière elle. Grand-père la suivit aussitôt. Il se hâta vers moi avec un grand sourire. Je remarquai immédiatement qu'il boitait bien plus que l'année précédente et s'appuyait sur une canne. L'émotion des retrouvailles me fit rapidement oublier ce détail. « Comme je suis contente de vous voir, ça fait si longtemps, ne cessait de répéter grand-mère. Suivirent les commentaires habituels sur le fait que nous avions grandi, que nous n'étions presque plus des enfants. « On vous a installé le câble depuis l'an dernier ?» demanda Marc, traînant son sac à dos par terre. « Le câble télé ?» dit grand-père en faisant la grimace. « Certainement pas. Nous avons nos 3 chaînes, ça suffit largement. »« C'est nul, bougonna Marc, déçu. Henri passa devant nous, une valise dans chaque main. « Vous devez mourir de faim, s'écria grand-mère Myriam. J'ai fait de la soupe et des sandwichs. Ce soir, nous aurons du poulet avec du maïs. Le maïs est très doux cette année, comme vous l'aimez. » En rentrant dans la maison, j'observais mes grands-parents. Ils avaient vieilli l'un et l'autre. Ils marchaient plus lentement que dans mon souvenir. Grand-père boitait terriblement. Tous les deux semblaient très fatigués. Grand-mère Myriam était petite et ronde. Elle avait un visage jovial, encadré de cheveux bouclés roux. D'un roux incroyable, très vif. Elle portait des lunettes carrées qui lui donnaient un air un peu démodé. Elle aimait les robes amples. Je crois que jamais je ne l'avais vue porter un pantalon ou une salopette. Grand-père Georges, lui, était grand et large d'épaules. Maman racontait qu'autrefois, il avait été très bel homme. On aurait dit un acteur de cinéma, ajoutait-elle toujours. À présent, il avait des cheveux blancs comme la neige, qui lissaient soigneusement avec de la brillantine. Lorsque ses yeux d'un bleu lumineux me regardaient, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Le repas fut joyeux. Nous étions tous assis autour de la grande table de la cuisine. Le soleil entrait par la fenêtre grande ouverte. Dehors, on voyait la grange et derrière celle-ci, les champs à l'infini. Pendant le dîner, les grands-parents nous posèrent 1000 questions. Je donnai des nouvelles de l'école, de mon équipe de basket sélectionnée pour le championnat. Marc parla de notre nouvelle voiture et de la moustache que papa se laissait pousser. Tout au long du repas, je ne pouvais m'empêcher de les observer. J'avais du mal à définir exactement ce qui avait changé chez eux en un an. Ils paraissaient tellement éteints, tellement plus lents. Je me dis que ça devait être ça, vieillir. Tout à l'heure, Henri vous montrera ses épouvantails, promit grand-mère. N'est-ce pas, Henri?
Grand-père se racla bruyamment la gorge, comme s'il essayait de lui faire comprendre qu'il valait mieux changer de sujet. Curieux. C'est moi qui les ai faits, annonça fièrement Henri. Il fixa ses grands yeux ronds sur moi avant d'ajouter « Le livre. C'est le livre qui m'a montré comment faire. » « Au fait, Marc, et tes leçons de guitare ?» demanda grand-père Georges. Visiblement, il ne voulait pas qu'on parle des épouvantails d'Henri. « Ça va, articula Marc, la bouche pleine de chips. Mais maintenant, c'est une guitare électrique. »« Tu veux dire qu'il faut la brancher comme un fer à repasser ?» s'étonna Henri. Il se mit à rire, persuadé d'avoir dit quelque chose de très drôle. Grand-mère Myriam s'adressa à Marc. « Quel dommage que tu ne l'aies pas apporté. »« Quelle chance plutôt !» m'écriai-je pour me moquer de mon frère. Je suis sûr que si les vaches l'entendaient jouer, leur lait risquerait de tourner. Leur lait a déjà tourné, murmura grand-père avec un soupir. Henri marmonna en roulant des yeux. Mauvais présage, quand le lait des vaches tourne, c'est un mauvais présage. Grand-mère s'empressa de le rassurer en posant délicatement une main sur son épaule. Calme-toi, tout va bien, grand-père Georges plaisantait, c'est tout. Puisque vous avez terminé votre repas, les enfants, que diriez-vous d'une promenade autour de la ferme avec Henri, proposa grand-père. Je vous accompagnerai volontiers, mais ma jambe, ça ne va pas très bien en ce moment. Grand-mère se leva pour faire la vaisselle. Henri nous fit signe de le suivre par la porte de derrière. Dehors, l'herbe venait d'être coupée. L'air était délicieusement parfumé. Au bout d'une longue allée se dressait la grange. La peinture blanche qui la recouvrait s'écaillait de partout. À travers la porte grande ouverte, on apercevait des bottes de foin. À droite de la grange, assez loin, on voyait la petite maison dans laquelle Henri vivait avec son fils Stanley. « Henri, où est Stanley ?» demandai-je. « Pourquoi il n'a pas mangé avec nous ?»« Il est allé en ville avec son poney, » répondit calmement Henri. Marc et moi échangeâmes un regard. Depuis quand Stanley avait-il un poney ? Décidément, Henri était toujours aussi imprévisible. On découvrit enfin les épouvantails auxquels grand-mère Myriam avait fait allusion. Ils s'élevaient, menaçants, au-dessus des épis de maïs. Le soleil était encore fort, et je dus mettre ma main en visière pour mieux les observer. « Mais il y en a des dizaines !» m'écriai-je. « L'an dernier, il n'y en avait qu'un. Pourquoi tous ces épouvantails, Henri ?» Il ne répondit pas. Il ne semblait même pas m'avoir entendu. Il marchait un peu comme une cigogne, à longue enjambée, le corps raide, les poings serrés dans les poches de sa salopette trop grande. Marc commençait à s'impatienter. « On connaît la ferme par cœur. À quoi ça sert d'en faire le tour ?»« Change un peu de disque, lui répondis-je. Tu sais bien qu'on fait toujours le grand tour lorsque nous arrivons. C'est la tradition. » Marc fit la moue. Il était vraiment paresseux. Avec lui, impossible d'entreprendre quoi que ce soit. Plus loin, Henri quitta le chemin pour s'enfoncer dans le champ de maïs. Les tiges s'élevaient bien au-dessus de ma tête. Leurs extrémités dorées luisaient au soleil. Henri se hissa sur la pointe des pieds et cueillit un épi. « Voyons s'il est mûr, » dit-il en nous souriant. Il ôta soigneusement l'enveloppe qui protégeait les grains et me tendit l'épi. Je poussai un cri d'horreur. C'était affreux. « Burk ! C'est dégoûtant !»« Pouah, c'est nul !» fit Marc. L'épi de maïs avait une couleur brunâtre, répugnante, et les grains semblaient bouger. Ça grouillait de partout. Je compris qu'il était envahi de centaines de petits vers. Henri mit l'épi sous son nez et l'observa. « Oh non !» cria-t-il, horrifié. Il fit tomber l'épi visqueux qui s'écrasa au sol. « Mauvais présage !» ajouta-t-il. « Très mauvais présage. Le livre, c'est marqué dedans. » Je regardai par terre. Les vers commençaient à se disperser. « Ce n'est rien, Henri, » dis-je pour le rassurer. J'ai crié parce que j'étais surprise. C'est pas grave, parfois les épis sont pleins de vers. C'est grand-père qui me l'a expliqué. « Non, c'est mauvais signe, c'est marqué dans le livre, » répéta Henri d'une voix tremblante. Ses oreilles avaient pris une teinte cramoisie. Son regard exprimait la peur. « C'est quoi ce livre ?» demanda Marc en donnant un coup de pied dans l'épi. « Mon livre !» déclara Henri d'une voix mystérieuse. « Mon livre de sorcellerie !»« Parce que tu as lu un livre de sorcellerie ?» s'étonna mon frère en observant les vers qui se tortillaient dans la poussière. « Oui, » répondit Henri avec enthousiasme. « C'est un très bon livre. Il dit tout, et tout ce qu'il dit est vrai. »
Il souleva sa casquette et se gratta la tête. « Il va falloir que je regarde ce qu'il faut faire avec le maïs gâté. » Il semblait complètement perdu. Il me faisait un peu peur. Pourtant, je connaissais Henri depuis que j'étais toute petite. Il avait toujours été bizarre, c'est vrai, mais jamais je ne l'avais vu dans un tel état. « Montre-nous les épouvantails de plus près, lui dis-je pour changer de sujet. « Les épouvantails ? D'accord, allons-y, approuva Henri. Il se retourna, l'air toujours inquiet, et nous conduisit à travers les hautes tiges vertes qui grinçaient lorsque nous les frôlions. Elles émettaient une sorte de gémissement presque surnaturel. Soudain, une ombre me recouvrit. Devant moi, sinistre, se dressait un grand épouvantail. Il portait un manteau noir en loques, rembourré de paille. Ses bras étaient faits de branchages. Il était impressionnant. Il me dépassait de plus d'1 mètre, trônant au-dessus des épis de maïs. Un sac en toile rempli de paille lui servait de tête. On y avait grossièrement peint un visage aux traits menaçants, aux yeux noirs et terribles. Il était coiffé d'un vieux chapeau défoncé. « C'est toi qui les as fabriqués ?» demandai-je à Henri. Un peu partout autour de nous, je vis d'autres épouvantails. Ils avaient tous le même air diabolique. Henri leva les yeux vers le pantin de paille. « Oui, c'est moi, » répondit-il à voix basse. « J'ai appris dans le livre. »« Brrr, ils n'ont pas l'air commodes, » murmura Marc en se rapprochant de moi. Il saisit un pan du manteau noir et le secoua. « Alors, comment ça va ?» plaisanta-t-il. « Les épouvantails s'animent à minuit, » dit Henri. C'était la même phrase étrange qu'il avait déjà prononcée sur le chemin de la ferme. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je à Henri. « Le livre m'a donné la recette, » dit-il sans quitter sa créature des yeux. « Le livre m'a appris comment les faire marcher. »« Tu veux dire que tu sais faire marcher les épouvantails ?» insistai-je, extrêmement troublé. Henri se retourna vers moi. Une fois de plus, son visage prit une expression solennelle. « Oui, je sais comment on fait. Il y a toutes les formules dans le livre. » Je ne comprenais plus rien. Je ne savais pas quoi lui dire. « Je les ai fait marcher, Julie, » poursuivit Henri, à voix basse. « Je les ai fait marcher la semaine dernière. Maintenant, c'est moi leur chef. »« Quoi ? Le chef des épouvantails ?» bégayai-je. « Tu veux dire que... » Je ne pus continuer. Du coin de l'œil, je vis le bras de l'épouvantail bouger. Lentement, sa main glissait hors de la manche dans un bruit de paille froissée. Je sentis le contact rugueux des branchages sur mon visage. Puis, le bras sec de l'épouvantail descendit vers ma gorge. « Ce truc est vivant !» hurlai-je. Paniqué, je me laissai tomber par terre et tentai de fuir à 4 pattes entre les tiges de maïs. Me tournant vers Marc et Henri, je vis qu'ils m'observaient le plus calmement du monde. Ne s'étaient-ils donc pas rendu compte que j'étais en danger? C'est à ce moment-là que Stanley, le fils d'Henri, surgit de derrière l'épouvantail, le visage hilar. « Stanley, espèce de sale type !» m'écriai-je, folle de rage. « C'est toi qui as fait bouger le bras ?»« Ah là là !» répondit-il. « Vous autres, les gosses de la ville, on peut vous faire peur avec n'importe quoi. » Le sourire jusqu'aux oreilles, il me tendit la main pour m'aider à me relever. « Tu as vraiment cru que l'épouvantail était vivant, hein, Julie ?» ajouta-t-il encore. « Moi, je laissais les faire bouger, » dit Henri en abaissant sa casquette sur les yeux. « Je sais comment faire, c'est marqué dans le livre. » Le sourire de Stanley s'effaça. La lueur de malice qui égayait ses yeux disparut. « C'est vrai, papa, » murmura-t-il. « Toi, tu sais. » Stanley a presque 16 ans. Chez lui, tout est long et mince. Les jambes, les bras, le cou, un véritable haricot, comme son père. Ses longs cheveux noirs qui pendent sur ses épaules ne doivent pas être lavés souvent. Je ne l'ai jamais vu porter autre chose que des t-shirts trop grands et des jeans sales, troués aux genoux. Sa grande préoccupation, c'est de jouer les durs. À la manière dont il vous regarde avec ses petits yeux noirs, on a toujours l'impression qu'il se moque de vous. Il nous appelle, Marc et moi, les gosses de la ville. Il passe son temps à nous jouer des tours stupides. Je crois qu'il est un peu jaloux. Je le comprends. Ça ne doit pas être facile de vivre toute l'année avec un père comme le sien dans une maison minuscule. Et quand je dis un père, en parlant d'Henri, j'exagère un peu. Mentalement, c'est un vrai gamin. « Je t'ai vu derrière l'épouvantail, » expliqua Marc à Stanley. Je bouillais de colère. « Ah bravo, merci de m'avoir prévenu. » Puis je regardais Stanley droit dans les yeux. « Une chose est sûre, tu n'as pas beaucoup évolué en 1 an. »
Merci du compliment. C'est chouette de te revoir, Julie, répondit-il. Je suis certain que l'odeur de notre fumier te manquait terriblement. Arrête, Stanley, tu me fatigues déjà. Soyez gentil, marmonna Henri. Vous savez, le maïs entend tout. Cette phrase nous stupéfia. S'agissait-il encore d'une de ses plaisanteries? Avec lui, c'était difficile à dire. Non, il avait l'air le plus sérieux du monde. À l'ombre de sa casquette, on apercevait ses grands yeux noirs qui nous fixaient. « Le maïs entend tout, répéta-t-il. Partout, dans chaque tige, il y a des esprits. » Stanley secoua la tête, mécontent. « Papa, tu passes trop de temps dans ton livre. »« Tout ce que dit le livre est vrai, rétorqua Henri. « Tout. » Stanley donna un coup de pied rageur dans une motte de terre. Il leva la tête vers moi, ses yeux avaient une expression de profonde tristesse. « Les choses ne sont plus comme avant ici, murmura-t-il. « Quoi » demandai-je interloqué. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Stanley se tourna vers son père, qui lui jeta un regard menaçant. Stanley n'ajouta rien de plus. Il se tourna vers Marc pour lui palper le bras. « Toujours aussi mou, hein? Ça vous dit une petite partie de foot cet après-midi ?»« Sûrement pas, par cette chaleur, » répliqua Marc, joignant le geste à la parole. Il s'épongea le front. « C'est pas possible, mais quel mollasson !» railla Stanley. « Oh, ça va, » protesta mon frère. « J'ai simplement dit qu'il faisait trop chaud, c'est tout. »« Hé, tu as quelque chose dans le dos » dit soudain Stanley. « Tourne-toi un peu pour voir. » Marc s'exécuta. Stanley en profita pour ramasser l'épi de maïs plein de verre et le glisser sous le t-shirt de mon frère. Je dois avouer que c'était assez drôle de voir Marc s'enfuir avec des hurlements de terreur en direction de la ferme. Le dîner fut calme. Le poulet de grand-mère Myriam était aussi délicieux que d'habitude. J'étais contente d'être avec mes grands-parents. Mais je n'arrivais décidément pas à me faire à leur changement. Avant, grand-père Georges parlait sans arrêt. Il nous racontait des dizaines d'anecdotes amusantes à propos des autres fermiers du coin, sans compter toutes les histoires drôles dont il nous régalait. Mais ce soir-là, c'est tout juste s'il dit 2 mots. Grand-mère Myriam nous encourageait à manger plus. Elle demandait sans arrêt si le repas nous plaisait. Mais elle semblait plus effacée, elle aussi. Pour tout dire, nos grands-parents avaient l'air mal à l'aise, tendus. Ils ne cessaient d'observer Henri à l'autre bout de la table qui mangeait du maïs avec avidité, en se mettant du beurre partout. Stanley, maussade, était assis en face de son père. Il donnait l'impression d'être encore plus buté que d'habitude. « Tout va bien, Henri ?» demanda grand-mère Myriam. Je remarquai qu'en disant cela, elle se mordait la lèvre. « Ça va pas trop mal, » dit-il d'un ton énigmatique. Mais que se passait-il ici? J'étais de plus en plus perplexe. L'atmosphère était si différente. Fallait-il tout mettre sur le compte du vieillissement de mes grands-parents? Après le dîner, on s'installa dans le salon. Grand-père Georges prit sa place habituelle, à côté de la cheminée dans le fauteuil à bascule. Il faisait trop chaud pour allumer un feu. Pourtant, grand-père avait les yeux fixés sur l'âtre. Il semblait plongé dans ses pensées. Grand-mère était assise à côté de lui, dans un fauteuil vert, large et confortable, un magazine de jardinage posé sur ses genoux. Stanley avait disparu. Henri, le dos contre un mur, se curait les dents. Marc était affalé à côté de moi sur le canapé. J'observais la pièce. « Décidément, m'exclamai-je au bout d'un moment, cet ours me fera toujours aussi peur. » À l'une des extrémités du salon, dressé sur ses pattes arrière, se trouvait un ours brun empaillé qui devait bien mesurer 2,50 m. C'est grand-père Georges qui l'avait abattu bien des années auparavant au cours d'une partie de chasse. L'ours montrait des crocs et des griffes menaçants. On aurait dit qu'il allait vous sauter dessus. « C'était un tueur !» dit grand-père en se balançant dans son fauteuil. « Lorsque je l'ai abattu, il s'apprêtait à assommer 2 chasseurs qu'il avait réussi à désarmer. Je leur ai sauvé la vie. » Je détournai la tête en frissonnant. Comme je détestais cet ours. Vraiment, je ne comprenais pas pourquoi mes grands-parents s'obstinaient à le garder dans le salon. « Tu n'as pas plutôt une histoire d'épouvante à nous raconter ?» demandai-je à grand-père Georges. Il me regarda, et je vis ses yeux bleus s'assombrir. « Oh oui, grand-père, si tu savais comme on se réjouissait, Julie et moi, d'entendre à nouveau tes histoires, renchérit Marc. Raconte-nous celle de l'enfant sans tête qui vivait dans un placard. »« Non, j'en aimerais une nouvelle, protestai-je. » Grand-père se frotta le menton.
Son regard se dirigea vers Henri à l'autre bout de la pièce. Puis, il se racla la gorge nerveusement. « Je crois que je suis un peu fatigué, les enfants, dit-il à voix basse. C'est l'heure pour moi d'aller au lit. Et notre histoire, m'écriai-je. Mon grand-père me regarda avec des yeux éteints. Je n'ai plus d'histoire à raconter, plus aucune, murmura-t-il. Lentement, il se leva et se dirigea d'un pas lourd vers sa chambre. Mais que se passait-il ici? Je ne comprenais rien à rien. Plus tard dans la soirée, je montai me coucher. La fenêtre de ma chambre était grande ouverte. Je sentais le souffle léger de la brise dans la pièce. Dans le jardin, un grand pommier projetait son ombre sur l'herbe. Juste derrière commençait le champ de maïs. Baignés par la lueur de la lune, les épis avaient des reflets dorés. Les ombres des tiges zèbraient le sol. À intervalles réguliers, les épouvantails se dressaient au-dessus du maïs, raides comme des soldats au garde-à-vous, leurs loques ondulant dans le vent léger. On aurait dit que leur visage blafard me fixait d'un air menaçant. Un frisson courut le long de mon échine. Quelle idée d'avoir planté autant d'épouvantails. Il y en avait au moins 12, bien alignés, une véritable petite armée. Les épouvantails s'animent à minuit. Je me souvins de la phrase d'Henri. Jamais encore je ne l'avais entendu dire quelque chose sur un ton pareil. Je jetai un coup d'œil sur le réveil. Il était un peu plus de 10 heures. Lorsqu'ils commenceront à bouger, j'espère que je dormirai depuis longtemps, marmonnai-je. J'éternuais. J'avais oublié que j'étais allergique à l'air de la campagne, le jour comme la nuit. Les pantins de paille projetaient des ombres énormes sur le champ, et comme la brise faisait onduler le maïs, les ombres avaient l'air de danser. C'est alors que je vis les épouvantails tressaillir, comme s'ils avaient le hoquet. « Marc !» hurlai-je. « Marc, viens vite, dépêche-toi !» Les épouvantails se mettaient à bouger. J'étais paralysé de terreur. Leurs bras avaient des mouvements désordonnés. Ils hochaient la tête de manière saccadée. Tous, absolument tous. Les 12 épouvantails s'agitaient, sursautaient, gesticulaient comme s'ils voulaient se libérer des pieux qui les fixaient au sol. « Marc, vite !» J'entendis des pas précipités dans le couloir. Marc entra en trombe dans ma chambre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en haletant. En tremblant, je lui fis signe de s'approcher de la fenêtre et je pointai un bras en direction du champ de maïs. « Regarde, les épouvantails !» Marc se pencha à l'extérieur. Par-dessus son épaule, je vis les épouvantails poursuivre leur danse endiablée. À moitié morte de peur, je serrai les bras autour de mon corps. « C'est le vent !» dit Marc au bout d'un court moment. « Qu'est-ce que tu as, Julie? C'est simplement le vent qui fait bouger leurs frusques. »« Ce n'est pas le vent, Marc !» bredouillai-je. « Regarde mieux !» Il haussa les épaules et sourit. Puis, il se pencha à nouveau par la fenêtre. Cette fois-ci, il observa la scène plus attentivement. « Tu ne vois donc rien ?» demandai-je avec angoisse. « Ils bougent, tous ensemble. Regarde leurs bras, leurs têtes. Ils les remuent. » Lentement, Marc se tourna vers moi. Ses yeux bleus s'étaient agrandis sous l'effet de la panique. Il avait le souffle coupé. Au bout d'un moment, il murmura, d'une voix brisée par la terreur. « Viens, descendons prévenir grand-père. » C'était peine perdue. La porte de la chambre de mes grands-parents était fermée. Ils devaient dormir à cette heure tardive. « On ferait peut-être mieux d'attendre demain matin, » chuchotai-je à mon frère en remontant au premier étage. « Je pense que je survivrai jusque-là. » Une fois dans ma chambre, je me précipitai à la fenêtre et la fermai soigneusement. Dehors, les épouvantails poursuivaient leur gesticulation. Je me dépêchai de gagner mon lit et me recroquevillai sous la couette. Je dormis d'un sommeil agité. Le lendemain matin, je me levai en hâte, passai un coup de brosse dans mes cheveux et descendis dans la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Marc me rejoignit dans l'escalier. Ses vêtements étaient fripés, comme s'il avait dormi tout habillé, et ses cheveux ébouriffés. « J'ai faim, marmonna-t-il. C'était la seule chose qui l'intéressait quand il se levait. Manger. D'habitude, cela m'énervait, mais en ce matin-là, je fus bien contente de ne pas avoir à parler tout de suite de l'horrible spectacle de la nuit. En ouvrant la porte de la cuisine, je vis Henri et grand-père Georges, déjà assis à table, une grande cafetière fumante posée devant eux. Henri sirotait tranquillement son café. Grand-père avait la tête cachée derrière son journal. Lorsqu'il nous entendit, il le baissa et nous sourit faiblement. « Bonjour les enfants, dit-il. Bonjour grand-père, bonjour Henri. »
Puis ce fut le silence. Je m'assis à côté de Marc. Nous nous frottions les mains en roulant de gros yeux, comme dans les dessins animés. Enfin, nous allions nous régaler avec les crêpes au chocolat de grand-mère Myriam. Vous imaginez notre choc lorsque grand-mère déposa devant nous une grande boîte de cornflakes. Abasourdi, je me tournai vers Marc. Son regard exprimait la même surprise et la même déception. « Des cornflakes » bredouilla-t-il. Je me tournai vers elle. « Grand-mère Myriam, pas de crêpes ?» Au lieu de me regarder, elle fixa ses yeux sur ceux d'Henri. « Je n'en fais plus, murmura-t-elle. Il paraît que c'est lourd à digérer. »« Exact. Rien de tel qu'un grand bol de cornflakes au petit déjeuner, » intervint Henri en souriant jusqu'aux oreilles. Pour joindre le geste à la parole, il s'empara de la boîte et se servit copieusement. Grand-père n'avait pas levé les yeux de son journal. Grand-mère versa du lait dans nos bols. « Bon appétit, dit-elle avant de se pencher sur l'évier. Je vis que Marc pensait comme moi. L'année dernière, grand-mère Myriam nous préparait des tas de crêpes au chocolat tous les matins. Mais que se passe-t-il ici ? Me demandai-je une nouvelle fois. Tout à coup, je me rappelai les mots que Stanley avait murmurés la veille. Les choses ne sont plus comme avant à la ferme. C'était bien vrai. Les choses avaient changé, en mal à ce que je voyais. Mon estomac gargouillait. Puisqu'il n'y avait pas le choix, autant manger les cornflakes. Mouzade, Marc avait déjà commencé les siens. Tout à coup, je me souvins des épouvantails. « Grand-père Georges, commençai-je, la nuit dernière, Marc et moi, nous étions à la fenêtre et, en regardant les épouvantails, nous avons remarqué qu'ils bougeaient. J'entendais grand-mère Myriam lâcher un petit cri de surprise. Grand-père Georges laissa tomber le journal sur ses genoux. Il m'observait, l'air inquiet, sans dire un mot. « Oui, les épouvantails, reprit Marc. Je t'assure, ils bougeaient. » Henri eut un rire gêné. « C'était le vent, affirma-t-il en regardant grand-père Georges avec insistance. « C'est ça, le vent. Il les faisait se balancer. » Grand-père Georges se tourna vers lui. « Tu en es sûr ?» Henri semblait très tendu. « Oui, certain, c'était le vent, répéta-t-il. Mais ils essayaient de se dégager de leurs pieux, m'écriai-je. On les a vus. » Grand-père Georges regardait Henri avec sévérité. Les oreilles d'Henri devinrent rouges vifs. Il baissa les yeux et se mit à bourdouiller. « Cette nuit, il y avait du vent. C'est ça qui les a fait bouger. »« Moi, il me semble qu'il va faire très beau aujourd'hui, » coupa tout à coup grand-mère Myriam. « Oui, c'est une très belle journée qui s'annonce, » renchérit grand-père Georges, en changeant lui aussi de sujet. « Mais, et les épouvantails ?» insista Marc. C'était clair. Il n'avait pas envie de parler de ce qu'on avait vu. Est-ce qu'il ne nous croyait pas ? Grand-père s'adressa à Henri. « Quand tu auras mené les vaches au pré, tu pourrais peut-être emmener Marc et Julie à la pêche ?»« Peut-être, » répondit Henri nonchalamment. « Peut-être qu'on pourrait faire ça, oui. »« Moi, ça me va, » annonça Marc. Marc adorait la pêche. Ici, à la campagne, c'était une de ses activités préférées parce qu'elle ne demandait pas trop d'efforts. Derrière le pré où passaient les vaches, il y avait un joli ruisseau qui faisait partie de la propriété de mon grand-père. Il traversait une petite forêt. On pouvait y pêcher des quantités incroyables de poissons. Mes cornflakes terminés, je m'adressai à grand-mère Myriam qui me tournait le dos. « Et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? On pourrait peut-être passer un moment ensemble, toutes les deux, et... » Je m'arrêtai net. Grand-mère Myriam venait de se retourner. Je voyais une de ses mains. Je poussai un hurlement de terreur. Sa main était en paille.